vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Julien Drey, bonjour Mickaël, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et sur celle évidemment de Public Sénat. Est-ce que vous êtes d'accord, Julien Drey, avec cette phrase de Bruno Le Roux, porte-parole de François Hollande? La seule règle d'or, c'est dehors. C'est une bonne synthèse. Oui. Est-ce que c'est quand même pas totalement lapidaire, caricatural, absurde? C'est le propre de ce genre de formule. C'est une formule, je sais pas où il l'a tenue, mais qui devait être une réponse... Bon, évidemment, voilà. Mais on sent que ça vous gêne quand même. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense qu'à ce matin, Martine Aubry en rajoute dans Libération, Sarkozy fait peur. Enfin, c'est quand on a un vrai problème international majeur, vous allez y répondre. On va écouter ça avec intérêt. Dire il fait peur ou dehors, c'est quand même des arguments de cours d'école. On réduit pas notre argumentation à cela. Simplement, il y a aujourd'hui un bilan du sarkozysme. C'est-à-dire qu'on a une France qui est aujourd'hui prise en otage par les agences de notation. Et la réalité de cette prise d'otage, c'est la réalité de la politique de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, si on n'avait pas creusé les déficits comme on les a creusés, si on n'avait pas fait, je dirais, ces mouvements d'aller et venue où on ne comprenait plus rien à ce que voulait faire ce gouvernement, eh bien, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, en train de courir après les agences de notation. Et c'est assez humiliant pour la France, d'ailleurs. Sans compter, par ailleurs, qu'on avait annoncé il y a encore quelques mois qu'on allait clarifier les choses avec les agences de notation et qu'on n'a rien clarifié. Oui, tout ça est quand même inscrit depuis 1992, quand on a voté tous le référendum, enfin voté pour ou contre, d'ailleurs le référendum de Maastricht, les 3%. Et c'est pas simplement Nicolas Sarkozy qui est responsable de la dette en France. Il y a eu un excellent papier dans Le Monde faisant le récapitulatif des différents gouvernements et de l'intensité de chacun d'entre eux à l'égard de la dette. Le papier est intéressant parce qu'il montrait justement que dans la période du gouvernement Jospin de 97 à 2002, c'était la seule période où il y avait une régression de la dette de la France parce qu'il y avait une politique économique qui était beaucoup plus volontariste et qu'elle avait permis la création d'emplois, la relance du pouvoir d'achat et qu'il y avait eu une part de ces recettes fiscales qui avait été affectée, je dirais, à la baisse de la dette. Donc c'est l'inverse de ce qui s'est passé depuis 2002 où là on a repris les choses et depuis 2007, alors là c'est totalement l'explosion. Julien Drey, comment être sérieux et responsable tout en rejetant la règle d'or? Parce que le problème, c'est tout le piège du moment actuel, c'est d'essayer de nous mettre en face de sommations. Et alors, voilà, c'est le politiquement correct qui veut s'imposer. Ils nous disent, voilà, il n'y a qu'une seule politique économique possible. Mais je connais ça, ça fait grosso modo 20 ans que tous les néoconservateurs et tous les libéraux nous disent à chaque fois, il n'y a qu'une seule politique économique possible. Et ils essayent de soumettre tous ceux qui ne sont pas d'accord à cet état d'esprit. Et tout ce qu'est en train de faire Nicolas Sarkozy depuis quelques semaines, c'est cela. C'est-à-dire, celui qui a été le démon de ces débordements, etc., vient nous dire aujourd'hui, je suis un ange et tout le monde doit se rallier à mon panache. Ben non, c'est pas vrai. Par ailleurs, quelle règle d'or? Je dirais même sur le plan technique, il y a différentes règles d'or. La règle d'or allemande, par exemple, telle qu'elle est votée aujourd'hui, laisse une marge de manœuvre au déficit et il y a un fonds qui est constitué, qui permet... Pas le cas celle de la France. Celle de la France, c'est une règle qui est caricaturale, c'est-à-dire tout doit être à l'équilibre, point à la ligne, 0 plus 0, pas de marge de manœuvre. Bon, voilà. Pourquoi c'est gênant? Pardonnez-moi de faire le... En quoi c'est gênant? En quoi c'est gênant, oui. Tout simplement parce que... De contenir les déficits. C'est pas le principe de contenir les déficits qui est en cause, c'est quelle est la marge de manœuvre qu'on se donne. Puis par ailleurs, dans les déficits, en plus, Guillaume, vous êtes un garçon tellement intelligent que vous savez ça mieux que moi. Il y a déficit et déficit. Il y a des fois où il faut faire des déficits pour investir. Puis il y a des fois où il y a des déficits qui sont ce qu'on appelle des déficits passifs, subis. Notamment mais si ça continue, vous aurez les marchés sur le dos. Oui, alors ça c'est toute la question qui est posée aujourd'hui. Parce que la question est moins une question politique qu'une question de politique économique internationale. C'est-à-dire que vous allez arriver au pouvoir avec des marchés, par exemple, qui vont défier la gauche. Oui, si vous arrivez au pouvoir. Oui, mais c'est toute la question aussi du moment dans lequel on se situe. C'est pour ça que je pense que ce débat présidentiel est très important. D'abord, premièrement, quelle est la question qui est posée par rapport aux agences de notation? Je maintiens, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je souhaiterais que les parlements s'occupent de ces agences de notation. C'est-à-dire comment elles fonctionnent, qui les dirige, quelle est l'idéologie qui les soutient. Non, on ne va pas faire leur histoire, mais c'est intéressant de voir les jeux politiques. Aux États-Unis, on sait à quoi elles jouent. Elles sont tenues par les républicains. Elles sont un moyen de faire pression sur les gouvernements. Première aspect chose. Donc, ça veut dire qu'il faut refaire les agences de notation publiques. Si on avait des agences de notation publiques... Des agences de notation publiques avec des fonctionnaires publics, il va forcément dire que le gouvernement est un... Mais non, pas du tout. Est angélique, magnifique.
mais non, vous pouvez avoir des agences de notation Si publique. elles ne sont pas indépendantes, ça n'existe plus. Non, c'est pas aussi simple que ça. Vous pouvez avoir des agences de notation publique à l'échelle européenne, par exemple, qui donnent un certain nombre d'indications et qui prennent en considération des éléments. Quel est le problème dans l'agence de notation? C'est quels sont les éléments qu'elle prend ou ceux qu'elle ne prend pas. Je prends un exemple. À partir du moment où une politique d'investissement d'une région, d'une collectivité locale est considérée comme un déficit équivalent à un déficit qui est lié à des exonérations, eh ben je m'excuse, sur le plan idéologique, ça se discute. Hier, François Fillon qui prône l'union nationale autour de cette question de l'Europe. Vous rejetez cette union nationale? Oui, oui. Alors, non seulement je la rejette, mais je pense que c'est la pire des solutions sur le plan politique. Parce que si on veut avoir un score explosant du Front National, on n'a qu'à dire qu'on est tous d'accord sur la même chose. Or, moi, je pense qu'on n'est pas d'accord. C'est ça l'intérêt de ce qui est en train de se passer. Donc c'est là-dessus que va se faire la campagne. Ouais. C'est le tournant de la campagne. Oui, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que le Parti socialiste français, d'ailleurs, parce que c'est lui qui a été à l'initiative, il a une responsabilité particulière par rapport à toute la social-démocratie européenne, c'est de dire il y a une autre politique possible. Elle ne passe pas par un traité renvoyé à 17 mois ou 20 mois, sans majorité. Elle renvoie à une politique économique nouvelle, basée sur un rôle différent de la Banque Centrale Européenne, basée sur la capacité de retrouver la croissance à travers les eurobonds, basée sur le fait qu'on mette en place une politique de taxation des transactions financières, et basée aussi sur le fait qu'on remette en place des organismes de contrôle des marchés, et notamment de ces agences de notation, où les critères deviennent des critères publics, et où on peut expliquer ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que là, François Hollande est en train de jouer aussi son va-tout, faire preuve d'autorité sur cette question? Ça veut dire que, je pense, oui, c'est ça qui est intéressant dans ce moment, parce qu'on a dit, François Hollande, j'ai entendu, il est mou, il ne prend pas de décision, etc. Là, c'est des actes courageux, parce qu'effectivement... Il sera jugé sur ces questions-là aussi. Oui, c'est la prise de risque, ça. Si vous ne prenez pas de risque et si vous dites que tout va bien, ou plus exactement que vous suivez les autres... C'est un gros risque. Non, je pense qu'au contraire, c'est un vrai défi et que c'est à ça qu'on voit s'il a une personnalité politique forte, il a une réflexion. Et vous avez entendu comme moi souvent François Hollande le dire, il dit un homme politique, celui qui doit avoir un dessin, celui qui doit tracer les grandes lignes, celui qui doit avoir un projet. Et là, on voit dans les moments actuels que quand François Hollande s'exprime, eh bien, il donne aujourd'hui des directions qui sont nouvelles et qui sont en affrontement, c'est vrai, avec, je dirais, l'ambiance de ce monde économique qui, quand même, a pour une grande part mené l'Europe à la faillite et qui maintenant vient nous donner des leçons. Est-ce que ça veut dire que dans les semaines qui viennent, il va falloir que sorte une sorte de programme Hollande qui soit vraiment typé Hollande et qui soit plus forcément le programme du Parti socialiste, avec tout ce qui a été écrit jusqu'à présent? Il y aura... Je dirais les grands fondamentaux du projet socialiste, on va les retrouver, c'est-à-dire le retour à la croissance, le retour à une loi de finances. Alors, la croissance, c'est pas un programme. La croissance, elle revient si la situation économique le permet. C'est un programme. C'est pas parce qu'on est élu que la croissance revient. Non, mais c'est comment on fait pour y arriver quand même. Donc c'est là où c'est un programme, c'est-à-dire comment on fait, comment on restructure la dépense publique, quels sont les grands objectifs qu'on se donne, comment on modernise un certain nombre d'instruments, comment on prépare l'avenir avec les questions d'éducation, de formation. Bon, c'est comment moi, ce que je crois beaucoup, un des éléments de la croissance en France, c'est de redonner l'initiative aux collectivités locales, parce que ce sont celles qui peuvent notamment emprunter, parce qu'elles sont pour l'instant notamment les régions. Alors que François Fillon avait dit l'inverse justement, il voulait un petit peu... Oui, parce qu'il veut se servir de l'argent des collectivités locales pour aller boucher le budget de l'État. Ça, je connais ça. Ça, c'est pas les grandes politiques. C'est faire les poches des uns pour remplir les poches des autres. Nous avons aujourd'hui, par exemple, des régions qui sont en capacité d'investir, parce que si on leur donne cette possibilité-là, si on les décorsette et qu'on remet en place la possibilité d'investir pour les régions, il peut se passer beaucoup de choses, notamment, par exemple, en Île-de-France, en matière de transport. Si on avait un peu plus de liberté, on pourrait faire des choses nettement meilleures pour les RER. Question de politique politicienne et de stratégie après les primaires. On voit réapparaître Martine Aubry un petit peu à la télévision dans Libération ce matin. Est-ce que vous êtes certaine qu'elle veut la victoire de François? Certaine, je ne suis pas certain, oui. Est-ce que vous êtes certain qu'elle a vraiment envie de la victoire de François Hollande, ou plutôt, par exemple, qu'elle pourrait laisser Nicolas Sarkozy devenir président et puis devenir le Premier ministre de Nicolas Sarkozy dans une cohabitation qui naîtrait après? Il paraît que c'est la réflexion d'Alain Min qui fut son condisciple à l'ENA. Bon, écoutez, Alain a des qualités, Alain Min qui a des qualités. Je ne suis pas sûr que sur le plan politique, il soit toujours pertinent. Mais est-ce que vous sentez le parfum de ce complot à l'intérieur du Parti socialiste? Je ne sens pas ça. Je pense qu'il y a, comme c'est normal... Le risque. Oui, mais il y a toujours des risques. Je veux dire, il y a eu une primaire, il y a eu des tensions, on n'était pas forcément tous d'accord. Il fallait laisser passer un certain temps avant que tout le monde se mette au travail. Mais là, moi j'étais encore au Bureau national hier et j'ai eu le sentiment que tout le monde était au travail et que la question qui était posée pour nous, parce qu'y compris on sent bien que se joue pour nous beaucoup de choses, pour nous les socialistes, dans l'avenir. La question qui est posée pour nous, c'est d'être tous ensemble dans cette campagne et de montrer qu'on a un projet, qu'on a la volonté de changer les choses et qu'on ne viendra pas au pouvoir simplement... Tout le monde tire dans le même sens? Oui, mais après, bon, je ne suis pas à la tête des gens en permanence pour savoir s'ils n'ont pas des arrière-pensées. La question n'est pas là. Du point de vue des comportements politiques, à l'intérieur de la direction du Parti socialiste, tout ce que je vois
va plutôt dans le sens de la cohésion que de la compétition. Et les alliés, par exemple Jean-Luc Mélenchon, on voit dans un sondage aujourd'hui qu'il monte très fortement, et on sent quand même des attaques de la part de vos alliés de la gauche, que ce soit des Verts ou donc du Front de gauche. C'est quoi? C'est la campagne simplement, ou c'est un désaccord total avec François Hollande? Il y a un premier tour. Dans ce premier tour, chacun va faire valoir ses droits, on verra bien. Bon, les fluctuations sur plus ou moins de 2 en fonction des moments, des formules. Voilà, mais la colonne vertébrale, ça reste quand même le Parti Socialiste. Le score du Parti Socialiste au premier tour sera très important pour nous, parce qu'il déterminera les conditions, y compris l'exercice du pouvoir, parce qu'on voit bien que si on n'est pas trop fort, on nous dira qu'on est dans les mains des Verts, de je sais pas quoi. Et donc c'est pour ça que la question qui est posée pour nous, c'est d'abord de s'occuper de notre score. Du premier tour. Voilà. Comme pour on va donner Nicolas d'ailleurs, on va répéter et redonner l'information ce matin, le sondage du Parisien, Hollande 35%, le président 24,5%, deuxième tour Hollande 59%, le président 41% avec une progression de Mélenchon et de François Bayrou. François Bayrou, Un score comme ça, moi je signe tout de suite. ce ne sont pour l'instant que des... Alors dites-moi, François Bayrou justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression, il cogne beaucoup sur le programme du PS, ou dit-il sur l'absence de programme du PS, en tout cas son côté irréaliste aujourd'hui? C'est son espace politique d'essayer de vous attaquer? Est-ce que c'est simplement une attaque du moment? Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faudra que le Parti Socialiste prenne un accord avec le MoDem? Alors moi j'ai été parmi les premiers, si ce n'est le premier en 2007, à dire que la question de la place de François Bayrou dans une majorité de progrès pouvait se poser. Et nous avions, à l'époque, avec Ségolène Royal, tendu la main à François Bayrou, main qu'il n'avait pas saisie. Donc il a préféré, d'ailleurs, par ce choix-là, laisser en place Nicolas Sarkozy. Parce que c'est ça le fond de l'affaire. Il a dit que cette année, oui, pour cette élection, il prendrait parti. S'il y a quand même ça veut dire qu'il a progressé en 5 ans. Mais est-ce que ça veut dire que vous continuerez à lui tendre la main? Ça veut dire qu'on va faire ce qu'a dit François Hollande, qu'il y aura un premier tour, et au soir du premier tour, tous ceux qui voudront se tourner vers le Parti Socialiste seront les bienvenus autour du Parti Socialiste. Y compris François Bayrou. Y compris François Bayrou, mais je dis bien autour du Parti Socialiste et de son projet. Alors, question demain au Sénat, proposition de loi sur le vote des étrangers aux élections locales. Malek Boutik, vous connaissez bien, ancien président de SOS Racisme, dit pas le bon moment, erreur susceptible de donner du grain à moudre au Front National. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis en total désaccord. Je pense en plus pour un ancien président de SOS Racisme, c'est assez surprenant. Surprenant parce qu'en 1988, quand François Mitterrand, en pleine campagne présidentielle, vient à la faculté de Villetaneuse, et dire à ce moment-là, sur cette question-là, je ne céderai pas. Le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'est une manière de créer les conditions d'une insertion, c'est une manière de respecter des populations qui payent leurs impôts, qui vivent, et voilà, c'est de leur donner une place dans la société française, de ne pas les laisser totalement extérieurs. Tout le monde lui a reproché après cette prise de position, et pourtant elle est un élément de sa victoire en 1988. Alors je sais, et ce qui me gêne dans cette déclaration, c'est la chose suivante. C'est dit en gros, quand on affirme des positions antiracistes, par exemple, on crée le racisme. Et si vous poussez le raisonnement jusqu'au bout, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est les juifs qui créent l'antisémitisme, etc. Alors je caricature, mais je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense au contraire que c'est parce qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire le problème qui est posé sur le droit de vote, c'est quand on l'agite et qu'on ne le fait pas. Donc là, maintenant, la gauche est en train de le faire. Elle va le voter au Sénat, c'est un signe, et ça c'est un signe fort de victoire, de détermination. Vous savez, on a dit à François Hollande dans une réunion il n'y a pas longtemps, quel est le premier signe fort que vous allez avoir dans votre élection? Celui de Mitterrand, c'était l'abolition de la peine de mort. Il a dit, nous ferons, à l'inverse de ce qui a été fait peut-être pendant ces 20 ans où on en a parlé, on ne l'a pas fait, nous ferons cela. Et je pense que dans beaucoup de collectivités locales, et par rapport à toutes ces populations qui se demandent quelle est leur place, est-ce qu'elles ont un peu le droit de regard sur comment fonctionne une collectivité, qui, avec les enfants qui sont là, dans les écoles, les familles qui participent à la vie de la collectivité, je pense que ça changera beaucoup. Question rapide, vous êtes toujours candidat aux législatives dans l'Essonne ou pas? Réponse rapide, je réfléchis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a gelé le vote en attendant que, en discussion avec les militants et notamment aussi avec mes amis de la région Île-de-France, nous prenons une décision. Julien Drey en direct sur l'antenne de Radio Classique et de la chaîne Public Sénat ce matin. Merci Mickaël. Merci Guillaume. Bonne journée à vous.